Bonjour, aujourd'hui je vais réaliser l'explication linéaire sur le préambule et les deux premiers articles de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges publiée en 1791. Et je ne vais pas respecter les attentes du bac puisque je vais dépasser les 10 minutes. L'idée ici c'est de te donner suffisamment d'éléments pour que tu comprennes vraiment bien le texte et ses enjeux et aussi pour que tu puisses utiliser cet exemple dans ta dissertation. Donc je vais vraiment dépasser les 10 minutes pour que tu puisses vraiment bien comprendre ce texte. Donc je commence quand même avec une introduction. Donc alors que les femmes ont participé aux journées de la Révolution, elles n'ont obtenu quasiment aucun droit et surtout aucun droit civique grâce à la Révolution. Elles ont un statut alors de simples citoyennes passives, elles ont droit d'assister au débat de l'Assemblée nationale, mais elles ne peuvent pas être élues, elles ne peuvent pas voter et elles ne peuvent même pas participer activement au débat de l'Assemblée nationale. C'est dans ce contexte, en 1791, qu'Olympe de Gouges écrit donc la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui est, comme son nom l'indique, un pastiche de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et elle écrit ce texte pour défendre les droits des femmes. Elle y dénonce le pouvoir abusif des hommes et elle demande l'égalité des sexes devant la loi. Ce texte, comme son modèle de 1789, est composé d'un préambule suivi d'articles, un préambule qui permet de d'énoncer quel est le but du texte et de préparer à la lecture des articles. On essaiera de répondre à la problématique suivante: comment Olympe de Gouges défend-elle la cause des femmes? J'ai découpé le texte en 4 mouvements. Un premier mouvement qui correspond à la première phrase du préambule, dans laquelle Olympe de Gouges appelle les femmes à se constituer en Assemblée nationale. Puis un deuxième mouvement qui va de considérant que l'ignorance jusqu'à et au bonheur de tous, où elle explique pourquoi une constitution égalitaire entre les sexes est un gage de vertu de la nation, un gage de son bon fonctionnement. Pardon. Un troisième mouvement qui correspond au deuxième paragraphe qui va de en conséquence jusqu'à les droits suivants de la femme et de la citoyenne. Une phrase dans laquelle elle affirme la supériorité des femmes comme gage de la légitimité de sa demande. Et puis, quatrième mouvement qui correspond aux 2 premiers articles de la déclaration, dans laquelle elle opère une féminisation du texte d'origine, mais aussi une transformation de son but, du but de la déclaration de 1789. Je vais lire le texte. Donc, préambule. Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d'être constituées en Assemblée nationale. Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, on résolut d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes mœurs et au bonheur de tous. En conséquence, le sexe supérieur, en beauté comme en courage, dans les souffrances maternelles, reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de la femme et de la citoyenne. Article 1. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la femme et de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et surtout la résistance à l'oppression. Donc dans le premier mouvement, Olympe de Gouges appelle les femmes à se constituer en Assemblée nationale. Olympe de Gouges déjà prend la parole au nom de toutes les femmes. Elle commence par une énumération, les mères, les filles, les sœurs, une périphrase ici, qui vise à nommer toutes les femmes.
Et elle insiste, par cette énumération, sur la solidarité entre les femmes par le champ lexical de la famille. Les femmes formeraient ainsi une seule et même famille. Il s'agit ici pour elle de constituer une conscience d'appartenir à un groupe de genre, les femmes de l'époque ne se considérant pas comme faisant partie d'un groupe de femmes, mais plutôt faisant partie d'une famille, faisant partie d'un foyer même. Et ici, elle part des rôles sociaux de la femme dans la société, mère, fille, sœur, pour les valoriser. Et elle insiste ainsi sur l'importance et la place des femmes dans la société. Elle cherche aussi à convaincre son lecteur masculin, qui pourrait être par exemple un député de l'Assemblée nationale, puisqu'elle souligne ici la puissance des liens familiaux, des liens de sang, qui unissent les femmes aux hommes. C'est un message aux hommes pour les convaincre par leur sentiment d'affection, en se rappelant que les femmes sont soit des mères, soit leurs filles, soit leurs sœurs. On remarque cependant dans cette liste de rôles sociaux des femmes qu'il manque celui des rôles familiaux des femmes, qu'il manque un rôle assez important qui est celui de l'épouse. Et ce n'est pas gratuit cet oubli. On peut imaginer qu'Aux larmes de Gouges ait fait exprès de ne pas la mettre dans cette liste, puisque la femme n'est pas un lien de sang. Et c'est un des rituels, entre guillemets, d'oppression de la femme par l'homme, selon Aux larmes de Gouges, dans l'état actuel du contrat de mariage. Aux larmes de Gouges, je le rappelle, elle est veuve, elle vit une union libre avec un homme, et à la fin de la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, souvent tu peux trouver son pastiche d'un nouveau contrat de mariage donnant plus de droits aux femmes. Donc le mariage est aussi un des éléments très importants de sa lutte pour le droit des femmes, pour plus de droits pour les femmes. On voit ici qu'elle passe du biologique, donc de ce rôle des femmes dans la famille, au politique. Les femmes, par leur importance dans la société, parce qu'elles sont en fait la deuxième moitié de l'humanité, peuvent autant que les hommes représenter la nation. C'est pour ça qu'on a ici l'énumération qui est suivie ensuite par la position représentante de la nation. Et donc ici, la notion de nation est très importante c'est une notion qui s'affirme à la Révolution française. Elle désigne une collectivité d'individus, un collectif d'individus s'accordant à coexister sous les mêmes lois et les mêmes principes. Et c'est donc une organisation politique qui s'oppose à la monarchie de droit divin, selon laquelle le pouvoir politique est organisé par un roi choisi par Dieu. Ici, la nation, c'est le peuple qui choisit ses lois et son organisation politique. Le verbe demander ici est conjugué au présent de l'indicatif qui montre que Aux larmes de Gouges écrit pour que ce soit mis en œuvre dans la société et non pas dans un avenir incertain, mais maintenant, mais dans le présent. Donc il y a un certain sentiment d'urgence dans ce texte d'Aux larmes de Gouges. Mais elle montre aussi que la situation actuelle est problématique. Les femmes doivent demander, elles doivent demander à qui? À l'Assemblée nationale, c'est-à-dire aux hommes, puisque c'est les hommes qui siègent à l'Assemblée nationale et que c'est donc eux qui ont le pouvoir d'octroyer ou non ces droits aux femmes. Quelle est cette demande? C'est la demande d'être constituée en Assemblée nationale, c'est-à-dire le droit de participer à la vie politique de leur pays. Et donc la demande est de donner des droits civiques aux femmes afin qu'elles puissent activement participer à la vie politique de la nation, notamment en faisant partie de son organe central qui est l'Assemblée nationale. C'est l'organe qui prend les décisions d'organisation, de loi, de structure du pays. Elle reprend ici évidemment la rhétorique de la déclaration de 1789, montrant que ce projet est dans la parfaite continuité de la Révolution.
Je passe maintenant au deuxième mouvement. Donc, elle explique pourquoi une constitution égalitaire entre les sexes est un gage de vertu et du bon fonctionnement de la nation. Et la première chose qu'on remarque dans ce texte, c'est qu'elle féminise la déclaration de 1789. Pardon, j'ai les notes parce que sinon je ne m'en sors pas. Ici, on le voit, puisqu'elle dit, considérant que l'ignorance, l'oubli et le mépris des droits de la femme. Ici, le complément du nom. Est-ce que je vais arriver à le mettre donc ici, de la femme remplace de l'homme et citoyenne remplace citoyen dans ce texte. Et la féminisation rappelle que les femmes sont des membres à part entière de la nation et qu'elles ont leur place dans la société, dans ses institutions et dans son gouvernement. Et la féminisation a aussi cela de particulier qu'elle révèle que l'individu abstrait de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ce homme qui désignerait toute l'humanité, qui en principe donc devrait représenter tous les êtres humains, cache en réalité la réalité genrée de la déclaration, puisqu'en pratique, elle ne s'applique qu'aux hommes, c'est-à-dire qu'aux êtres humains de sexe masculin et non pas aux femmes. C'est ça que ça révèle, cette féminisation. Ça vient dévoiler que derrière le terme homme, il faut bien entendre être humain de sexe masculin, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Elle y dénonce donc les inégalités entre les sexes, notamment quand elle dit l'ignorance, l'oubli et le mépris des droits de la femme. Elle dénonce ici par ce groupe ternaire, on a 3 termes ici, la situation des femmes opprimées par les hommes qui ne respectent pas leurs droits. Donc ici, elle accuse les hommes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, ignorance, oubli et mépris servaient dans la déclaration de 1789 à parler de l'Ancien Régime. Et donc ici, elle renvoie les révolutionnaires qui siègent à l'Assemblée nationale à ce qu'eux-mêmes ont fustigé dans l'Ancien Régime et qu'ils continuent à perpétrer contre les femmes pendant la Révolution. Donc, elle démontre que les révolutionnaires ont les mêmes défauts qu'ils ont fustigés eux-mêmes, c'est-à-dire l'oppression et l'obscurantisme. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit qu'elle ménage un rapport logique de cause à conséquence entre ce mépris des droits des femmes et des conséquences néfastes pour la nation, que cette inégalité pourrait être à l'origine de malheurs publics, et c'est ainsi que Colombe de Gouges cherche à légitimer son combat, car elle essaie d'expliquer que dénoncer ces inégalités entre les sexes, ce serait œuvrer pour le bien de la nation, c'est-à-dire le bien de tout le monde, des hommes et des femmes, et qu'elle dénonce le despotisme des hommes qui gangrène la nation et son bon fonctionnement. Donc ici, il y aurait une volonté quasiment patriotique et en tout cas plus haute que juste donner des droits aux femmes. On voit aussi qu'elle reprend la rhétorique révolutionnaire pour légitimer les droits des femmes, notamment quand elle dit d'exposer une déclaration sur les droits naturels, inaliénables et sacrés de la femme. Donc ces 3 adjectifs qui viennent expliquer droit, naturel, inaliénable et sacré. Ici, en fait, c'est cette idée très importante sous la Révolution et pour les philosophes de Lumière que les droits reposent sur la nature, que c'est parce qu'on est un être humain, donc de nature, qu'on reçoit des droits. Donc c'est en cela qu'ils sont inaliénables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nous les enlever. Ils sont inviolables et même sacrés, puisque il y a ici cette idée que si on contrevient à ces droits que la nature nous donne, eh bien on est contre nature, on est dans une forme de corruption
de la nature. Cette question de la nature, elle est primordiale car c'est au nom de la nature que l'on justifie à cette époque le fait d'écarter aussi les femmes de la politique. C'est parce que elles ont ce rôle, on les renvoie constamment à ce rôle de reproductrice, de génitrice, et on dit que c'est parce qu'elles enfantent et parce qu'elles s'occupent des enfants qu'elles ne peuvent pas avoir de rôle dans la société, puisque ça les détournerait de ce rôle primordial de génitrice et de reproduction, et que ça engendrerait la corruption de l'État. Donc vous voyez ici, en fait, ce qu'elle essaye de faire, c'est de retourner l'argument contre les femmes pour en faire un argument pour les droits civiques des femmes. On voit aussi qu'il y a une forte dimension argumentative et juridique du préambule. On a ici 3 propositions subordonnées circonstancielles de but, qui est toujours avec cette anaphore de afin que, qui commence toujours par l'allocution afin que. Et l'enjeu est donc divisé en 3 items, mais il s'agit en fait toujours du même. C'est le fait de donner des droits aux femmes et de les faire respecter. Alors la première chose, le premier enjeu qu'elle met en avant, c'est que, afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. Donc ici, l'enjeu, c'est de rappeler les droits des femmes, non seulement aux hommes, mais ici, le neutre de la phrase propose aussi qu'il s'agit de rappeler ces droits aux femmes elles-mêmes, puisque Olympe de Gouges veut que les femmes prennent conscience de leur situation et qu'elles commencent à revendiquer aussi leurs droits fondamentaux. Et c'est ce qu'il faut entendre derrière l'expression non genrée qui est à tous les membres du corps social. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle opère de nombreuses modifications, Olympe de Gouges, dans la déclaration de 1789, qui opère un glissement du but de la déclaration initiale, puisque à ce moment-là, normalement, de l'écrit, donc quand elle dit « afin que les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique en soient plus respectés », ici, normalement, on a un élément très important de la déclaration de 1789 qui est la séparation des 3 pouvoirs, c'est-à-dire l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et ici, elle le remplace par l'égalité, la question de l'égalité entre les droits de la femme et de l'homme, du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes. Ici, donc, elle aborde une nouvelle perspective plus polémique, puisque le mot pouvoir ici montre la principale cause des disparités entre les femmes et les hommes, c'est que le pouvoir, c'est-à-dire la possibilité d'agir dans le monde, d'agir notamment dans les institutions, n'est pas égale. Enfin, on n'a pas le même pouvoir qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme. Et donc, ça, de fait, comme il y a un déséquilibre des pouvoirs, les hommes dominent les femmes socialement, politiquement et économiquement. Dans le terme pouvoir, ici, on peut entendre ces 3 dimensions, puisqu'elle utilise juste un terme général pour parler de cette capacité à agir dans le monde. Et le parallélisme de construction, les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes, suggèrent dans le texte lui-même l'égalité, la demande d'égalité entre les sexes. Ensuite, dernier item, afin que les réclamations des citoyennes fondées désormais sur des principes simples et incontestables tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes mœurs et au bonheur de tous. Donc il s'agit de donner une place aux femmes, de leur donner une voix dans la sphère politique. C'est ce qu'elle dit par réclamation des citoyennes, réclamation c'est-à-dire les demandes des citoyennes. Et que ça, en fait, c'est essentiel pour le bon fonctionnement des institutions de la nation.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, Olympe de Gouges, elle évoque les droits, certes, mais elle évoque aussi les devoirs de la femme. Elle dit bien fondée désormais sur des principes simples et incontestables, tout au jaune. Pardon. Oui, elle le dit plus haut, hein, elle dit sans cesse leurs droits et leurs devoirs. Donc là, je le rappelle à ce moment-là, pour dire que, donc c'est quelques lignes plus haut, pour dire qu'en fait, Olympe de Gouges, elle prévoit déjà les contestations, les discours contestataires. Et si on ne donne pas du pouvoir aux femmes, on essaye souvent donc de le justifier. Et on dit que les femmes, l'une des justifications qu'on entend beaucoup à cette époque-là, mais aussi dans les temps qui vont suivre, c'est que les femmes sont trop fragiles moralement. C'est-à-dire qu'elles sont influençables, elles sont facilement corruptibles. Et donc, on ne peut pas leur donner autant de responsabilités parce que ce serait prendre des risques pour la nation. Et donc ici, elle prévoit déjà ces contestations en disant qu'en fait, en donnant des droits aux femmes, on va aussi leur donner plus de devoirs et donc elles auront aussi plus d'assises morales qui leur permettront de mieux se comporter en société et donc d'être moins que leur potentielle immoralité soit moins problématique pour la nation. C'est pour ça qu'elle évoque la question des bonnes mœurs à la fin, et des bonnes mœurs et au bonheur de tous. Donc selon elle, les femmes ont un rôle moral primordial dans la société. Elle en parle aussi dans le postambule. Leur conduite de séduction et de manipulation lors de l'Ancien Régime serait, d'après elle, en partie la cause de la corruption de l'Ancien Régime. Et elle montre ici un discours assez conservateur, finalement, de manière assez paradoxale, puisqu'elle donne beaucoup d'importance à l'ordre et à la morale. Mais ici, elle dit que donner des droits, donner des responsabilités aux femmes, ce serait s'assurer de leur bonne conduite. Donc en intégrant les femmes à la vie publique, on s'assurerait, selon elle, de leur bonne moralité. Je vais passer maintenant à mon troisième mouvement. Donc dans ce paragraphe, Olympe de Gouges affirme la supériorité des femmes pour asseoir la légitimité de sa demande. Et donc elle recourt à une périphrase pour définir le sexe féminin, le sexe supérieur en beauté comme en courage dans les souffrances maternelles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle le fait à l'aide de substantifs mélioratifs qui normalement désignent des attributs masculins. Dans le but de magnifier et de rappeler le rôle naturel de génitrice de la femme et donc son importance sociale au sein de la société. Ici, ce qui est paradoxal, c'est qu'elle rappelle l'image traditionnelle de la femme, donc la beauté, ici l'image de la séductrice, et puis les souffrances maternelles, donc ici l'image de la mère. Ce sont deux images qui ont servi à justifier le fait de les écarter du pouvoir politique. Donc ici, il y a quand même quelque chose de paradoxal. Je parlais aussi d'attributs qui sont normalement attribués à la virilité, puisqu'elle parle de supérieur, le sexe supérieur. Normalement, le deuxième sexe, le sexe inférieur, le beau sexe, c'est les femmes. Ici, elle utilise sexe supérieur, qui normalement correspond plutôt aux hommes. Et puis, elle utilise évidemment le terme courage, qui est plutôt un attribut viril dans la tradition. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, la femme incarnerait ces valeurs fortes, indispensables au bon fonctionnement de la nation, qui est donc le courage et la force. Ici, bien sûr, ça a une valeur polémique, de provocation. Elle a introduit un rapport de force inversé entre les hommes et les femmes par l'adjectif supérieur. Et donc, elle remet ici l'infériorité des femmes et surtout la supériorité des hommes. Elle cherche ici à inverser le point de vue pour remettre en question ce point de vue. L'objectif ici, c'est de choquer le lecteur
pour qu'il réenvisage les rôles stéréotypés attribués à la femme et à l'homme, et surtout les connotations que la société leur donne. Peut-être qu'en fait, les femmes, c'est parce qu'elles enfantent, c'est parce qu'elles donnent la vie, qu'elles devraient être incluses, qu'elles devraient être vues comme assez courageuses et fortes pour participer au fonctionnement de la nation. Elle en appelle ensuite, ce qui peut être un peu particulier pour nous, elle dit les auspices de l'être suprême. Donc ici, en fait, elle cherche à sacraliser son discours. La figure de l'être suprême est très utilisée par les philosophes des Lumières. C'est une manière de dépasser la religion catholique et d'avoir une dimension sacrée et divine, puisque les gens à cette époque-là sont certes anticléricaux très souvent, mais ils sont quand même croyants, ils croient quand même en une force supérieure qui viendrait organiser le monde, qui est souvent aussi repris par cette notion de nature. Et donc, ici, hein, c'est l'idée de donner une dimension sacrée à son texte. On voit qu'aux Larmes de Gouges, elle féminise jusqu'au bout le préambule de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, puisqu'elle défend les droits des femmes et accuse ainsi les responsables masculins de l'inégalité sociale, hein, les droits suivants de la femme et de la citoyenne. Et elle demande finalement, de manière très claire, une nouvelle organisation de la société en garantissant pour tous une égalité de traitement, une égalité des sexes devant la loi. Voilà. Mais ici, on peut voir une sorte d'ambivalence dans le discours d'Olympe de Gouges, puisqu'elle demande ici une égalité après avoir, juste avant, insisté sur la différence entre les sexes, c'est-à-dire ici, la seule différence, c'est finalement les organes sexuels et puis la capacité d'enfanter ou pas, qui est pourtant, elle, donc cette différence sexuelle, à l'origine de la discrimination. Donc on peut ici voir un peu une ambivalence dans le discours où à la fois elle insiste sur sa différence tout en disant que cette différence ne peut pas être une manière de justifier l'inégalité entre les sexes. Ce qu'elle développe un peu plus dans Homme, es-tu capable d'être juste, qui est souvent avant la déclaration, dans les éditions, c'est souvent mis avant la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Je peux passer maintenant à mon quatrième mouvement, donc aux 2 premiers articles de la déclaration, où elle opère une féminisation du texte d'origine, mais aussi une transformation de son but, comme on l'a déjà vu. Donc ici, elle reprend quasiment textuellement les articles de la déclaration de 1789, mais elle opère des transformations significatives, et montrant ainsi le statut non pas de texte législatif, mais plutôt de manifeste de son œuvre. C'est plutôt un manifeste, c'est-à-dire un texte de revendication. Donc dans l'article 1, elle féminise l'article, dévoyant, donc on passe de l'homme à la femme née libre et demeure égale à l'homme en droit. Dévoilant ainsi, comme je l'avais dit précédemment, que la femme a été oubliée dans la Révolution et en revendiquant des droits fondamentaux pour l'autre moitié de l'humanité. On le voit bien ici avec l'opposition entre femme d'un côté et homme à la fin de la phrase. Comme si ces deux concepts s'opposaient mais aussi se répondaient dans la phrase. Et elle met en valeur sa revendication de l'égalité en insistant sur le concept d'égalité des sexes, demeure égale à l'homme en droit. Dans l'article 2, elle ajoute le principe d'égalité des sexes par les 2 compléments du nom, donc de la femme et de l'homme. Et ici, grâce à la conjonction de coordination et, elle montre bien l'égalité entre les 2 sexes. Et puis, on peut remarquer qu'elle ajoute, par rapport à la déclaration de 1789, l'adverbe « surtout » est
ainsi, elle insiste sur la résistance à l'oppression. Or, c'est exactement ce qu'elle est en train de faire, hein. Elle met en lumière ici son propre combat contre l'oppression des femmes par les hommes. Donc voilà, j'espère que ces quelques éléments de compréhension du texte te permettront de mieux aborder ce texte-là, de compléter l'explication linéaire que tu avais probablement déjà sur ce texte et de pouvoir mieux l'utiliser dans la dissertation. N'hésite pas à poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je te souhaite bon courage et bonne chance pour le bac.